Bonsoir à tous et bienvenue. Les adieux de la Côte d'Ivoire à son Premier ministre. Les obsèques d'Amadou Gon Coulibaly ont débuté avec un hommage national ce mardi au palais présidentiel. Hommage très émouvant, vous le verrez, avec la participation de personnalités étrangères. La Tabaski approche, la foire au bétail de Port-Bouët se prépare. Un événement attendu par les populations mais redouté par les riverains de la dite commune. Et puis les Français ont célébré ce mardi 14 juillet la fête nationale, une fête réinventée cette année en raison de la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire a rendu un hommage national à son Premier ministre et candidat à la présidentielle, Amadou Gon Coulibaly, décédé mercredi dernier. Hommage très émouvant au palais présidentiel avec la présence de personnalités étrangères telles que le président Macky Sall du Sénégal ou encore le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Une cérémonie au cours de laquelle le Premier ministre, à titre posthume, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction du pays. Salif Yalikoué. La Côte d'Ivoire a rendu un hommage à un grand serviteur de l'État, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet 2020. L'hommage national a eu lieu ce mardi sur l'esplanade du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Honneur militaire, recueillement, décoration à titre posthume, témoignages poignants ont été entre autres les points forts de cet ultime hommage en présence de sa famille. Que d'émotions. Pendant sa convalescence, je lui ai rendu visite à Paris. Ce jour-là, il me fit des confidences que l'on n'oublie jamais. Ainsi, il tenait à ce que je sache certaines choses concernant les moments qu'il venait de vivre. Il puisse se remémorer certains aspects qu'il me confia lui-même. Dans sa famille biologique, on savait la qualité des relations que j'entretenais avec Amadou Gon Coulibaly. Maman Adja Fatoumata Gon Coulibaly, Amadou te dit merci. En son nom, nous te disons merci d'avoir donné à la Côte d'Ivoire et au monde un si grand homme. Ma, c'est tout. C'est comme ça qu'il appelle son épouse. Ma, c'est tout. Le secrétaire général de la présidence, quant à lui, a témoigné de l'abnégation du Premier ministre à œuvrer pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 8 juillet 2020, son Excellence Amadou Gon Coulibaly est parti comme il a vécu, avec le courage et l'humilité sans borne de ceux qui servent et n'aspirent à rien, de ceux qui n'ont d'autre but que d'accomplir, sans faillir, le rôle que la patrie et le destin ont déterminé pour eux. Comme peu d'hommes que j'ai croisés dans ma vie, Amadou Gon Coulibaly incarnait les mots magnifiques d'Albert Camus. Le héros est celui qui fait non toujours ce qu'il veut, mais jusqu'au bout ce qu'il peut. Et il a véritablement donné, pour nous et pour la Côte d'Ivoire, le meilleur de lui-même. Parmi les personnalités présentes à cet hommage, l'on peut citer le président sénégalais Macky Sall, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, représentant le chef d'État français Emmanuel Macron, plusieurs chefs de gouvernement africains. Amadou Gon Coulibaly devrait représenter sa formation politique, le RHDP, à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, à la suite de sa désignation le 12 mars dernier. Hélas, Amadou Gon quitte ce jour définitivement le palais. Vous l'avez vu dans ce reportage de Salif Yalikoué, Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, est à Abidjan depuis hier soir pour apporter son soutien au président Alassane Ouattara, avec qui il a longuement échangé ce lundi, porteur d'un message du président Emmanuel Macron qui n'a pu se libérer aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale de la République française. Et puis c'est à la paroisse Saint-Jacques, aux Deux-Plateaux, que s'est tenue la messe de requiem en hommage au Premier ministre Amadou
Gon Coulibaly. Pour les ministres catholiques du gouvernement, il était indispensable de tenir cette messe en l'hommage de celui qu'ils considèrent comme un homme de foi, au-delà d'être un ami et un frère. À travers cette messe, ils ont imploré leur Père Tout-Puissant pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. On écoute quelques réactions. La dimension du personnage qui vient de partir transcende les religions, transcende les sensibilités politiques, transcende les ethnies. C'est un grand homme, un chef de gouvernement, le gouvernement de toute la nation de Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, chacun à sa manière dit ses condoléances, chacun à sa manière prie pour l'âme de la personne disparue. Je pense que quand on a mal comme ça, on se remet dans les mains de Dieu. Et cette messe, nous l'avons souhaitée, nous les ministres catholiques du gouvernement, parce que le Premier ministre est un homme de foi. Plus de 17 000 candidats ont démarré ce mardi les épreuves orales et pratiques des formations professionnelles et techniques. Le coup d'envoi a été lancé dans le lycée professionnel de Jacquesville. L'ambiance avec Nadja Eja et Fulgence Kissiedou. Lycée professionnel de Jacquesville. 774 candidats de ce centre spécialisé au métier de la mécanique affrontent les examens oraux et pratiques de fin d'année scolaire. Dans cette salle de classe, Félicienne Akwa et ses camarades attendent patiemment leur tour de passage. Nous avons 3 pratiques. Nous allons faire la maintenance, nous allons usiner les pièces, c'est-à-dire tournage, fraisage. Et puis nous allons passer en pneumatique. Je suis un peu stressée, mais ça va. Comme elle, les stagiaires déjà à l'épreuve sont dans un état d'esprit positif et semblent maîtriser leur sujet. Je suis naturellement, voilà, concentré aussi. La première épreuve, c'est l'épreuve d'analyse de fabrication. C'est-à-dire énumérer les différentes étapes de fabrication de notre ouvrage. Voilà, tout ce qui doit entrer en compte pour la réalisation de l'ouvrage à proprement dit. Si c'est un bon décès d'injection Atari, cet appareil-là nous permet de contrôler la qualité de l'injecteur. Je me sens très bien parce que mon formateur ici présent m'a appris des choses depuis la première année. Aujourd'hui, c'est en 3e année. Pour les responsables de l'école, il n'y a pas lieu de s'alarmer malgré la période d'interruption des cours en raison du coronavirus. Après les événements, on a repris le cours correctement pour pouvoir les mettre en situation d'apprentissage. Donc aujourd'hui, c'est le résultat de ce qu'ils ont appris qu'on va tous apprécier et puis leur donner une suite. J'ai toujours demandé à mes élèves de rester concentrés jusqu'au bout pour que ce soit des résultats. On dit qu'au lycée professionnel de Jacquesville, on a fait 100% de réussite. Pour le déroulement de ces examens, toutes les mesures barrières contre le coronavirus ont été prises. Le respect des mesures sanitaires. Vous avez vu que chaque candidat a un poste de travail. Ces postes sont désinfectés avant et après utilisation. De même que vous avez vu que presque tout le monde a porté son masque de protection. Ces consignes sont notifiées dans un manuel de procédure qui est mis à la disposition de l'ensemble des acteurs engagés dans l'organisation des examens. Présent au lancement de ces examens, le directeur de la formation professionnelle s'est réjoui des débouchés offerts. Quand on sort d'un établissement de formation professionnelle, nanti d'un diplôme, on peut aller sur le marché de l'emploi et exercer un métier, soit dans une entreprise en tant que salarié, soit s'installer à son propre compte, donc dans le cadre de l'auto-emploi. Notons qu'au lycée professionnel de Jacquesville, ce sont 60 filles sur les 774 élèves qui abordent ces épreuves. Au plan national, on dénombre 17 084 candidats, dont 7 891 filles. Les épreuves orales et pratiques, démarrées ce mardi 14 juillet, se tiendront jusqu'au jeudi 16 du même mois. Les résultats sont attendus pour le 14 août prochain. C'est bientôt la foire au bétail à Port-Bouët, un événement qui permet aux populations à l'approche de la Tabaski de s'offrir des moutons pour la fête. Mais c'est aussi un moment d'inquiétude pour les populations et pour cause, les nuisances olfactives, visuelles ou encore sonores causées par ce marché
à Bétail. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédou. La foire au bétail est devenue une tradition chaque année à Port-Bouët, à l'approche de la Tabaski, encore appelée la fête du mouton. Ce marché permet aux populations d'acquérir des chèvres, moutons et autres petits ruminants et bovins à bon prix. C'est surtout l'occasion pour les musulmans de s'approvisionner en moutons et célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir. Au fil des années, l'espace qui héberge la foire ne semble plus adapté. Usagers de la route et riverains dénoncent une nuisance à quelques heures de l'ouverture. C'est l'inquiétude. Ce qui nous cause énormément de problèmes, il y a l'insécurité. Parce que quand je dis insécurité, par exemple, c'est là, excusez-moi du thème, tous les petits voleurs de moutons, de bétail qui veulent s'enrichir à court. Et là, c'est un peu un danger pour notre population. Voilà. Ensuite aussi, il y a l'insalubrité que ça crée. Parce que après tous ces convoyages de bétail, il y a des dépôts de litière un peu partout. L'odeur même des animaux. Quand ça commence comme ça, vraiment, c'est l'embouteillage. Puis il y a des vols et puis il y a des accidents. Donc vraiment, c'est pénible, quoi. Si on peut délocaliser le bétail quelque part, c'est bon. Sinon, vraiment, c'est difficile. Les marchands de bétail sont bien conscients du désagrément causé, mais estiment qu'ils n'ont pas le choix. Le problème ici, là, c'est parce que à l'intérieur, là, on n'a pas de place. Ça ne suffit pas. Dans le temps, là, la cour la prenait de là-bas jusqu'à derrière Bati Pro. Là. Bon, depuis la venue de Bati Pro, ça fait qu'il n'y a plus de place. Et puis pendant la foire, là, les animaux viennent en masse. On reçoit presque entre 300 à 500 camions. Donc les animaux ne suffisent pas à l'intérieur. Voilà la raison pour laquelle, quand les animaux viennent en dehors. La mairie de Port-Bouët contactée est bien au fait de la situation. Mais elle n'est pas initiatrice de cet événement selon le deuxième adjoint au maire. La foire au bétail est une organisation du district d'Abidjan. Par contre, la mairie de Port-Bouët a le devoir d'améliorer le cadre de vie des habitants. Le conseil municipal, avec Dr Remou à sa tête, a réfléchi sur l'organisation de la foire à bétail. Parce que l'année passée, cette foire à bétail, telle qu'organisée, a causé beaucoup de désagréments. Depuis des décennies, ça pose des désagréments. Le problème d'embouteillage énorme, de sorte que le directeur général d'Aéria a interpellé la mairie. Si vous prenez la voie de l'hôpital général de Port-Bouët à la zone industrielle, les bouviers installent les box sur la route, de sorte qu'on ne peut plus circuler. S'il y a une urgence, on ne peut pas atteindre facilement l'hôpital général de Port-Bouët. Comme c'est le district qui a l'apanage de l'organisation de cette foire, le maire a donc écrit au ministre-gouverneur pour lui exprimer le besoin de déplacer cette foire. Les démarches auprès du district d'Abidjan pour que cet espace soit plus salubre et moins nuisible ont buté sur une fin de non-recevoir selon le maire. Concernant l'organisation de l'édition 2019, il convient de vous rappeler que, contrairement à vos allégations, toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour lever les difficultés et désagréments à l'organisation en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministère de la Sécurité, dont les agents présents sur le site ont confirmé la bonne qualité et l'efficacité du dispositif. Pour cet élu, il faut délocaliser cette foire au bétail et la mairie est prête à accompagner les organisateurs en leur offrant un espace sur la route de Bassam. Nous avons décidé qu'il était opportun de changer cette façon d'organiser la foire. Nous, à Port-Bouët, nous avons trouvé un espace de 8 hectares pour mener cette foire. Un espace se trouve à Nani. Pourquoi là-bas? Parce que tout simplement, le problème d'embouteillage sera réglé. Il y a l'ancienne route pour aller à Bassam et puis la voie express de Bassam. Donc, le problème d'embouteillage ne se poserait pas. Un avis que partage le responsable des jeunes du quartier Abattoir. Personnellement, je souhaiterais que cette fois-là se déplace parce que, d'abord, le cadre est devenu restreint. Les camions de bétail en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger font déjà leur entrée. La foire au bétail est prévue du 15 au 30 juillet, jour de la Tabaski.
En attendant que la mairie de Port-Bouët et le district d'Abidjan accordent leur violon, les riverains et usagers de la route vont devoir continuer à supporter les embouteillages. À l'étranger, crise sanitaire oblige, le traditionnel défilé du 14 juillet en France a adopté cette année un format particulier sans public, une cérémonie en format réduit et qui a mis à l'honneur cette année les militaires et les soignants mobilisés durant cette pandémie de la Covid-19. Yéli Traoré. C'est une première depuis 1945. Covid-19 oblige. Le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé la place à un mini-défilé confiné, place de la Concorde. Des soignants en blouse blanche rejoignant les rangs des militaires sous les applaudissements nourris du président Emmanuel Macron et de toute l'assistance, lors de cette cérémonie honorant cette année la mobilisation des armées et du monde hospitalier contre le Covid-19. C'était l'esprit de ce défilé de ce 14 juillet spécial en France. Mais demain, exceptionnellement, les armées sauront aussi céder la première place aux femmes et aux hommes en blouse blanche qui se sont battus et qui continuent à se battre pour faire rempart dans la crise sanitaire exceptionnelle qui nous a frappés et qui continue de nous affecter. La cérémonie a également fait la part belle aux multiples unités militaires qui ont œuvré à lutter contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience, lancée fin mars, avec un hommage particulier au service de santé des armées, mobilisés tout azimut au plus fort de la pandémie. Avec l'opération Résilience, lancée dès les premiers jours du confinement, vous avez pris toute votre part dans l'effort collectif et fait honneur aux attentes et même aux espoirs des Français. Vous avez été fidèles à votre vocation profonde, celle d'être dans la tourmente, le dernier rempart de la nation et le ferment de sa résilience. Alors ce sont deux mots simples que je veux vous adresser ce soir. Merci et bravo. Au terme de cette cérémonie, le président Macron a renoué en début d'après-midi avec la tradition de l'entretien télévisé pour présenter aux Français un plan de relance de 100 milliards d'euros supplémentaires pour faire face à la crise née de la pandémie. Parce que nous vivons une crise inédite, parce qu'on mobilise des financements inédits, parce qu'on a une Europe qui est en train de changer, parce que nous, on met, avec ce plan de relance, en plus de cet argent déjà mis, au moins 100 milliards d'euros pour faire la relance industrielle, écologique, locale, culturelle et éducative. Je suis convaincu qu'on peut bâtir un pays différent d'ici à 10 ans. Emmanuel Macron a par ailleurs souhaité que le port du masque soit obligatoire dans tous les lieux publics clos à partir du 1er août, suggérant aux Français de porter le masque au maximum quand ils sont dehors et a fortiori quand ils sont dans un lieu clos pour éviter une deuxième vague d'infection à la maladie à coronavirus. La Cour pénale internationale juge depuis ce mardi matin un djihadiste malien, le deuxième depuis le procès d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Comme en 2016, les crimes commis à Tombouctou lors de l'occupation de la ville par Ansardine et AQMI seront au cœur de ce nouveau procès. L'accusé Al-Hassan Abdul Aziz est poursuivi pour 13 chefs d'accusation, dont torture et esclavage sexuel. Yéli Traoré. Âgé de 42 ans, Al-Hassan Abdul Aziz Mohamed Mahmoud, de son nom complet, est accusé d'avoir contribué en 2012 et 2013 à la démolition du patrimoine dans la ville de Tombouctou, au nord-ouest du Mali, mais aussi de torture. Il a été remis en avril 2018 par les autorités maliennes à la CPI basée à La Haye. Son procès débute avec les déclarations d'ouverture de l'accusation qui avait affirmé lors de précédentes audiences qu'Al-Hassan avait joué un rôle déterminant dans le calvaire subi par les habitants de Tombouctou sous la mainmise djihadiste. Juste après la lecture des charges à huis clos, la défense a demandé au juge un examen médical pour s'assurer de l'état de santé de l'accusé. Ce matin, la défense voudrait soulever verbalement la motion affirmant son doute quant à l'aptitude de l'accusé à être jugé à ce moment. Et elle demande à la Chambre d'ordonner
un examen qualifié pour l'aider à prendre cette décision et également pour évaluer si M. Al-Hassan a la capacité d'exercer de manière significative ses droits à un procès équitable. La possibilité est la limite de la loi et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas été en mesure de faire venir un expert à l'unité de détention pour voir M. Al-Hassan. Mais cette requête de la défense est bien trop tardive, selon le procureur. Cette demande est évidemment tardive. L'ouverture était prévue pour aujourd'hui à 10h. À 9h57, nous avons reçu tout le monde une copie de la demande de la défense sur l'aptitude de M. Al-Hassan. C'est littéralement à la dernière minute, 3 minutes avant l'ouverture d'un procès. La défense et les représentants légaux des victimes prononceront leur déclaration à une date ultérieure, une fois que les preuves auront été présentées au juge, précise la CPI. L'accusé a été membre d'Ansardine, un des groupes armés djihadistes qui ont pris en mars-avril 2012 le contrôle de la région reculée du nord du Mali. Ce groupe a imposé sa vision de la religion par la terreur à une population locale. Une vague de destruction avait déferlé sur Tombouctou, fondée entre le 5e et 7e siècle par les tribus Touaregs et surnommée la ville des 333 saints pour le nombre de sages musulmans qui y sont enterrés. Les habitants de Tombouctou ont vécu un calvaire imposé par un régime tyrannique, avait déclaré la procureure de la Cour, Fatou Bensouda, l'année dernière, soulignant que l'accusé avait participé lui-même à certains de ces châtiments. Un retour en Côte d'Ivoire, précisément à Korogo, la ville natale du Premier ministre qui rendra les derniers honneurs à son fils vendredi, jour de l'inhumation. À 72 heures de la douloureuse séparation, les préparatifs vont bon train dans la cité du Poro, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Harouna Zeba. On y reviendra dans nos prochaines éditions, bien évidemment. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.